Gros scandale dans le monde de l'animation, puisque le cofondateur des studios Ghibli est accusé d'avoir détourné des fonds de l'entreprise pendant 10 ans pour entretenir sa meuf, comme quoi la galanterie n'est pas morte, hein. Alors il a été viré sur le champ, mais c'est malheureux puisque s'il avait fait ça en France, non seulement il aurait pu avoir 2 meufs, il serait devenu ministre, il lui aurait suffi de faire la une de Tétu ou de Playboy, le Totoro et les Dragon Balls à l'air pour être tout pardonné. Ici votre fidèle Commis des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 393e JT Comics et on a eu droit à une bande-annonce décapante encore pour Across the Spider-Verse dans laquelle on a pu découvrir plein de nouvelles Spider-Persona. Et si on n'a toujours aucune nouvelle de Tante May en porte-jartoile comme on l'attend absolument tous, eh bien en revanche, on a pu voir un Spider-Man dans le divan d'un autre Spider-Man analyste. Je propose qu'on le renomme donc Psiderman, hein, c'est tout naturel et au moins ça viendra décomplexer tous les gosses dyslexiques qui n'arrivent pas à prononcer le nom du héros, même à 54 ans. Hein, et jetons-nous dans la toile des news de la semaine. Bleu versus vert. Parfois l'ironie de l'actu organise des matchs toute seule comme une grande, un petit peu comme Caris et Booba, sauf que là ça finit vraiment par se produire et cette semaine c'est le bleu contre le vert, un Blue Beetle de chez DC contre la Secret Invasion de chez Marvel, un Blue Beetle, le scarabée bleu, ça rappelle une secte néo-bouddhiste dans laquelle toi tu dois payer pour avoir le privilège de faire des massages prostatiques au gourou, tandis que l'invasion secrète, même si ça a des faux airs de vert solitaire, eh bien quand on dit Skrull ça fait plutôt penser à un festival de techno au fin fond de l'Allemagne. Et à la vue des 2 bandes annonces lâchées cette semaine, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, avec pour commencer Samuel L. Jackson, la superstar qui revient incarner Nick Fury, donc le personnage qu'il a contribué à forger, malgré lui dans les comics quand ils ont décidé d'utiliser son apparence sans lui demander dans l'univers Ultimate, qui est un univers mine de rien qui a aidé à construire le MCU, hein, et puis après activement, hein, puisqu'il est là, Nick Fury depuis la base, depuis Iron Man 1 et la première scène post-crédit, donc c'est un personnage qu'il maîtrise. Là pour la première fois il endosse le rôle de producteur exécutif et les fans de comics savent qu'il ne faut pas s'attendre à l'ambition de l'event Secret Invasion dans les pages des comics puisqu'il faudrait réunir absolument tous les héros de l'univers Marvel. Or on commence déjà à nous expliquer que Nick Fury a une très bonne raison de vouloir s'occuper de cette Secret Invasion tout seul, hein, pour pas dire qu'ils vont pas claquer un budget d'Endgame sur une série Disney+, donc ils vont justifier ça dans l'histoire, pourquoi pas. On verra aussi une bonne raison pour laquelle les Skrulls changent d'alignement moral, puisqu'ils avaient été plutôt dépeints comme les gentils aliens dans Captain Marvel, contrairement à dans les comics, hein, et apparemment Nick Fury leur aurait fait une promesse qu'ils n'auraient pas tenue, et donc ça vient légitimer le fait qu'une petite faction d'entre eux se radicalise et veulent s'emparer de la Terre pour en faire leur monde. Ils sont cons, ils savent pas qu'on est en train de l'épuiser jusqu'à son dernier souffle. Et j'ai une pensée émue pour les fans de la série Agent of S.H.I.E.L.D. qui s'attendaient à voir le personnage de Quake dans la bande-annonce, et finalement pas du tout, donc forcément ça secoue, hein. Et puis alors chez DC c'est une autre approche avec des acteurs moins connus, quelque chose à construire plutôt, hein, même si le personnage de Blue Beetle remonte à 1939, il avait été créé chez le Fox Feature Syndicate, l'éditeur qui avait ensuite été revendu, qui était devenu Charlton Comics, qui ensuite a été racheté par DC Comics, il a eu plusieurs incarnations. Dan Garrett, dont on voit le costume de l'âge d'or en arrière-plan, hein, Ted Kord, dont on voit le vaisseau qui est aussi gros qu'un moustique en Camargue d'ailleurs, et puis enfin Jamie Reyes en 2005, hein, ce sera l'incarnation la plus récente et celle qui nous sera présentée dans le film. C'est d'ailleurs Blue Beetle qui a inspiré le personnage du hibou, les hiboux, à Alan Moore et Dave Gibbons pour leur Watchmen, et il est dans le viseur des adaptateurs depuis un petit moment, puisqu'on avait eu droit à une apparition dans Smallville, il avait été tourné des séquences tests pour un spin-off en solitaire sur le personnage, il fait partie de l'univers d'animation de Batman The Brave and the Bold ou de Young Justice, mais là, cette fois c'est la bonne, avec une origin story assez classique, assez fraîche d'un ado, plutôt guilleré, qui va découvrir ses pouvoirs et qui va être aussi troublé qu'à sa première éjac. D'ailleurs la scène où le scarabée vient lui agresser le visage ferait une excellente campagne de prévention contre les infections sexuellement transmissibles, protégez-vous. Et puis là où c'est plus intéressant, c'est que on sait que le personnage viendra cimenter le nouveau DCU de James Gunn, même si le projet est antérieur à la relève de Gunn et de Safran. Espérons qu'il se démerde mieux que Shazam 2, hein, mais là où on pourrait sentir une pointe d'insécurité, voire même une forme de peur, c'est qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de faire venir en caméo
caméo, le meilleur d'entre tous, un Batman. Alors c'est ni un caméo physique, c'est tout juste un caméo verbal, il n'y a même pas un poster puisqu'ils n'ont pas pu se le payer. Il mentionne Batman pour dire que c'est un fasciste. Mais alors il va falloir qu'il se calme très vite, le Tio. Est-ce qu'on vient lui dire, nous, que Pépito c'est un fils d'up? Et blague à part, c'est super malin, c'est super intéressant. Il faudrait une émission de 3h30 pour expliquer ce qui peut faire du personnage de Batman un crypto-fasciste et ce qui peut l'en éloigner un petit peu. Ça dépend évidemment des scénaristes, ça dépend des dessinateurs, ça dépend de plein de choses, mais Batman, c'est pour ça qu'il est super intéressant. En tout cas, ça vient dire quelque chose de la perception du héros et de tout son imaginaire par l'ensemble de l'univers d'ici, de ce nouvel univers d'ici. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux bandes annonces et quel projet vous attire le plus, s'il faut choisir. À l'écran. Les comics, c'est un petit peu comme une recette, c'est de la cuisine, avec chaque scénariste, chaque artiste qui est un ingrédient, une saveur différente, et on le voit même dans le processus d'adaptation de ceci à l'écran, avec notamment, là, cette semaine, du Deadpool, Deadpool 3, la première incursion du mercenaire dans le MCU, qui va avoir droit à un scénariste qu'on connaît du monde des comics, Zeb Wells, qui a notamment fait ses preuves sur l'univers de Spider-Man. Il a écrit une excellente histoire sur le lézard qui s'appelle Shed. Il a revisité les origines de Venom, et il se chargera donc d'écrire une partie des aventures du mercenaire casse-couille chez Disney. Peut-être on pourra voir les Deadpool Corps s'ils se font un délire à la Loki. Et si l'écriture fait beaucoup, elle ne fait pas tout, puisqu'il faut aussi de bons acteurs pour la porter. On pourra compter sur Matthew McFadden, l'anglais, qui réalise un super arc dans la série Succession, dont j'ai pas encore recommencé la saison 4, oui, huez-moi, mais en revanche on pourra compter sur lui dans Deadpool, et on espère que ça sera du lourd. Et en parlant de lourd, la légitimisation de la série Daredevil sur Disney+, est toujours en cours, avec parfois de façon informelle l'ancien directeur de série de la saison 3 sur Netflix qui dit que pour lui c'est la saison 4, même si apparemment Disney ne veut surtout pas l'appeler comme ça, donc merci de ton aide. Surtout qu'il dit n'avoir absolument aucune information sur la série, donc vraiment on te rappellera. En revanche, qui est mieux informé, c'est Vincent Donofrio, qui continue de dire que lui, quelque chose qui était important, c'était l'aspect violent et brutal de la série, qui est intrinsèque à l'univers de Daredevil dans les comics, et vu, dit-il, le degré de violence des dernières productions de Marvel, eh bien, on pourra compter sur de la brutalité dans cette saison 4, la renouveau. Alors si celle dont il parle, c'est la violence avec laquelle je me suis fait chier devant Ant-Man 3, eh bien, pourquoi pas, mais j'espère qu'on aura un peu mieux. D'ailleurs, tous ceux qui ont été très déçus devant la violence supposée de Moon Knight, il y a eu un meurtre, certes, mais après, on était plutôt dans une pub hyper réaliste pour Hippopotamus, eh bien, ils attendent de juger sur pièce, ça m'étonnerait quand même qu'on le voit agresser quelqu'un avec une porte, comme un chauffeur Uber qui est sur le point de faire une dépression nerveuse. Et puis la violence ne fait pas tout, même si je ne demande qu'à le croire. La violence en revanche, ça semble faire vendre, puisque même Russell Crowe a déclaré, lui qui joue le père de Kraven, le chasseur dans le spin-off de Sony, eh bien, que ça serait un monde plus sombre que celui auquel on s'attend. Et l'actu ciné, c'est aussi deux retours incertains chez Marvel. Le premier, c'est Chris Evans qui déclare qu'il y a d'autres histoires de Captain America à raconter dans le MCU. Il est complètement bouillant, le type, même s'il dit qu'un retour des fesses de l'Amérique ne semble pas opportun au moment où il parle, mais ça fait plusieurs fois déjà qu'il commence à balancer ça, donc c'est vraiment comme le papillomavirus, on sait qu'il va finir par revenir, le type, avec quelqu'un qui devait revenir mais dont le futur semble incertain, ou en tout cas pas décidé par Marvel Studios. C'est Jonathan Majors, suite à l'agression et à son arrestation, il aurait eu une altercation et ça s'en serait venu aux mains avec sa copine dans un taxi à New York. Je vous en parlais la semaine dernière, même si depuis la défense a balancé des preuves qui tendraient à l'innocenter. En revanche, ça semble quand même leur relation aussi compliquée que le multivers chez Marvel. Et rien n'a encore été décidé par Disney. Et puis sinon, deux petites requêtes, c'est toujours intéressant. La première, en plus, elle vient d'un vrai fan de comics, un Nicolas Cage, qui dit qu'il aimerait jouer le Spectre dans le nouveau DCU de James Gunn. Et c'est un personnage qui aurait tout à fait sa place. C'est un des personnages les plus puissants de l'univers DC. Et ça pourrait le faire basculer dans l'horreur absolue. Et ça, c'est très intéressant. Et puis Nicolas Cage, quand même. Et puis alors, on passerait de Bo-Katan à Joli Cactus, puisque l'actrice Katie Sackhoff a déclaré qu'elle serait prête à vendre père et mère pour incarner Poison Ivy dans le DCU, celle qui est prête à sauver l'écosystème et la planète coûte que coûte.
Laurent Cazes. Et puis à la source des adaptations dans les comics, plein de petites news à picorer, que vous soyez amateur de fracture de rétine avec ses premières pages pour la nouvelle série Hulk, scénarisée par Philip Kennedy Johnson et illustrée par Nick Klein. On voit que l'horreur et les monstres seront au centre de cette nouvelle série sur Bruce Banner et ça semble très très joli. Puis ceux qui sont plutôt promesses sympas mais sans plus, puisqu'on nous l'a déjà fait, on nous dit qu'il y aura un crossover entre Batman et Catwoman où ils vont se faire une guerre sans pitié, même si sur l'image ça peut tout à fait être un coït sur toi un petit peu trop intense. Que vous préfériez les plats de résistance, puisque ça y est, on sait enfin ce que nous prépare l'excellent Jonathan Hickman et le fabuleux Valerio Schiti, qui vont venir réinventer, remettre au goût du jour la mythologie de chez Marvel, et on sait que quand il réinvente quelque chose, Jonathan Hickman, il ne le fait pas à moitié, donc ça parlera d'un monde entre la science et la magie, et ça parlera surtout des grandes divinités, donc on peut peut-être voir revenir Ego, tous ces grands dieux qu'on avait un petit peu oubliés dans l'univers Marvel, mais ça s'appellera Gods, et ça me tarde vraiment de voir ça, par celui qui a quand même révolutionné les X-Men dans Hoxpox. C'est d'ailleurs prévu ce récit depuis Hoxpox, il les a pitchés en même temps, donc il le garde et il le mûrit depuis plusieurs années, 4 ans presque. On apprend aussi le retour de Blade dans une série scénarisée par Brian Hill et dessinée par Elena Casagrande, où le chasseur de vampires sera en galère puisqu'il a réveillé un mal ancien, c'est ça, de perturber la sieste de Michel Drucker. L'artiste déclare que elle veut des combats aussi puissants que fluides, et ça c'est très intéressant. Et puis pour rester dans les artistes, Simone Di Meo illustrera la nouvelle série Batman et Robin scénarisée par Joshua Williamson, et après quelques petites périodes de troubles, il semblerait que père et fils parviennent à se battre à nouveau côte à côte. Peut-être qu'ils ont fait appel à Pascal le grand frère, ou peut-être que Bruce a simplement acheté son fils avec cette nouvelle Robin mobile. Pour ceux qui préfèrent les fins, qui sont souvent des débuts chez Marvel, on a plus de détails sur la chute du X, et que les deux au fond se rassurent. Le site Jackie et Michel ne va pas fermer, malgré les suspicions de viol et de proxénétisme qui sont diffusées sur leur réseau. Non, on parle évidemment des mutants avec cette image qui laisse présager du carnage par Brian Hitch, qui vient elle-même faire écho à une autre image, à celle de The Fall of the Mutants d'Alan Davis, un des premiers crossovers des X-Men. C'est la chute de Krakoa avec une flopée de titres que vous voyez apparaître à l'écran. Alors des Children of the Vault, il y a aussi Astonishing Iceman, ça c'est assez surprenant. Les Dark X-Men aussi, Realm of X, est-ce que ça sera dans l'outre-monde? Je ne sais pas. Ça me fait plaisir de voir que Kitty Pryde c'est devenu un vrai Pokémon puisqu'elle évolue encore, et après le capitaine Kate Pryde, elle devient Shadowcat avec un K, et elle vient illustrer parfaitement un lendemain de soirée très très difficile, le genre de soirée où tu finis par vomir même au plafond. Que vient foutre Spider-Man dans l'affaire? On verra bien, mais lui il devrait être plutôt très occupé cet été, puisque c'est le Summer of Symbiotes, l'été des symbiotes. Ça ressemble à un programme mi-scientifique, mi-vacances du Club Med, mais non, c'est Carnage qui va venir essayer de détrôner Venom, tout simplement. Il va trouver Morlun sur son passage. Pour moi, c'est surtout Carnage qui semble avoir découvert une passion pour le jeu Dark Souls, si j'en crois son nouveau look, et va essayer de tuer tous les Venom du multivers. On aura tout ce qu'on peut espérer de ce genre de série, à savoir les anciens symbiotes qui reviennent, ils vont tous fusionner pour en créer des nouveaux. Il va y avoir tout simplement des nouveaux symbiotes et quelques relativement anciens, notamment le Red Goblin. On parlera du départ définitif, du limogeage d'Ike Perlmutter, le patron de Marvel Entertainment, et de l'intégration de cette structure à Disney directement, et des répercussions que ça pourra avoir sur Marvel Comics. Pour l'instant, ça risque d'en avoir aucune, mais ça laisse présager quand même une intégration de Marvel Comics encore plus grande à la structure Disney tout court. Mais le départ dont je voulais parler cette semaine, c'est celui de Steve Skitz, qui est un scénariste de l'âge d'or, à qui on doit la co-création avec Steve Ditko du personnage de Hawk and Dove, à qui on doit un run sur Aquaman, sur Plastic Man, mais aussi chez Marvel une série sur le Spider Cochon. Lisez, cette semaine je suis toujours plongé dans la bibliographie intégrale de Garth Ennis, en préparation du panel sur sa carrière que j'aurai l'honneur d'animer à la Paris Fan Festival les 15 et 16 avril prochains. Donc là je me relis toute la fine fleur des comics anglais, 2000 AD, Crisis, The Pro par exemple que vous avez derrière, Hitman, enfin tout plein de trucs, pas que Preacher et The Boys. Donc
Je me régale, même si j'ai l'air à 3h du matin après avoir passé une journée à lire d'un lapin albinos avec une leishmaniose, mais bon, ça me plaît, je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à laisser des commentaires sur YouTube, que je lis, j'essaie de lire chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, c'est là où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 393 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. L'Élysée annonce réfléchir à un grand plan eau et aussi à une convention citoyenne sur la fin de vie. Mais qu'il m'appelle Emmanuel, qu'il m'appelle, moi je propose une solution et faire d'une pierre deux coups avec le personnage de Tante May. Elle est increvable et c'est une femme fontaine.